Voilà, donc bonjour à toutes et tous, merci du coup d'être là ce matin. Donc pour information, parce que je viens de dire, hein, le séminaire le webinaire de ce matin sera enregistré, donc on pourra vous envoyer le replay par la suite. Et voilà, vous aurez un temps de questions-réponses à la fin du webinaire pour poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre dès maintenant dans la conversation, puis on les prendra à la fin. Olivier est aussi là pour m'aider à ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vous aurez la possibilité de rouvrir vos micros à la fin. Aujourd'hui, donc pour ce webinaire, on est toutes les deux donc avec Margarita pour animer ce webinaire. Donc Margarita qui travaille donc sur des sujets de management interculturel, qui a travaillé aussi bien dans des entreprises que pour des gouvernements, en France, au Chili et dans 17 pays, si je ne dis pas de bêtises, dans plus de 17 pays. Voilà, qui pourra aujourd'hui nous parler du management interculturel et comment ce sujet aussi recoupe la RSE. Et puis moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pauline Richard, moi je travaille donc à l'agence Lucie sur la partie développement international de l'agence Lucie. Donc tu passes à la slide d'après. Voilà, donc le sommaire et comment va se dérouler cet atelier. Je vais vous faire une rapide introduction sur le développement international de l'agence Lucie, où on en est et puis où on va, pour que vous l'ayez un peu en tête, ces différents éléments. Je passerai ensuite évidemment la main à Margarita pour nous parler du management interculturel et de la RSE et comment ces deux sujets vont de pair. Et puis on prendra le temps à la fin de faire une question-réponse et vous pourrez à ce moment-là, je vous le disais, ouvrir vos micros avec plaisir pour discuter de vive voix. Voilà. Donc le développement international de l'agence Lucie. Donc l'agence Lucie, pour rappel, voilà, l'idée c'est derrière cette agence de pouvoir accompagner les organisations à progresser sur les thématiques de responsabilité. Progresser sur la responsabilité, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas forcément dire la même chose pour toutes les organisations. Donc, on a aujourd'hui un parcours qu'on propose en fonction du niveau de maturité de l'organisation, de l'ambition et de la volonté de progrès, des possibilités, etc. On propose dans ce parcours, alors, découvrir et s'inspirer, qui sont des petits outils pour découvrir un peu les thématiques. Un centre de formation dans lequel on propose des formations diverses et variées, certaines qui ont vocation à accompagner vers les labels et puis d'autres sur des sujets sur des sujets transverses, sur les achats, le bilan carbone, etc. Et ces formations, elles sont délivrées par des tiers externes. Donc, si jamais vous avez une volonté, une expertise sur ces sujets, le centre de formation peut accueillir vos formations, on va dire, sur ces sujets-là. On a aussi une étape qui est de se faire accompagner. Donc, pour des organisations qui commencent, la possibilité de se faire accompagner par notre écosystème de consultants partenaires. Pareil, des indépendants qui ont l'expertise sur les sujets divers et variés qu'on propose et qui peuvent accompagner les organisations à structurer leur démarche et à s'améliorer, à mettre des actions en place pour s'améliorer en continu. Ensuite, on a les process de labellisation. Et là, on retrouve des labels sur différentes thématiques, aussi bien RSE, ISO 26000 au sens large du terme, que le numérique responsable, la biodiversité, la partie environnementale précisément. Donc ici, des labels de progrès dans lesquels on accompagne les organisations à structurer leur démarche et à mettre en place des actions d'amélioration en adéquation avec leur niveau de maturité actuel. Et puis, le dernier en date, le label Lucie Positive, qui est sorti cette année, qui est un label qui a vocation à aller plus loin que la RSE et à accompagner les organisations vers la planète unique, on va dire, donc à pouvoir mettre en place des actions pour une neutralité carbone. Et puis le positif, nous, on le définit par la neutralité carbone n'est pas un impact positif, mais plutôt à ajouter sur cette neutralité des enjeux positifs sur la partie sociale. Voilà. Donc, toute organisation, à partir de l'étape, on va dire, se faire accompagner sur notre auto-évaluation, toute organisation rejoint la communauté Lucie, dans laquelle on franchit la barre des 1200 membres en ce moment. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces membres. Et que tu passes à l'étape d'après, la slide d'après. Voilà. Donc, je vous disais, une communauté de plus de 1200 membres, dont 25 à l'international. Donc, on commence à se développer à l'international. On en est au début, mais avec une forte volonté de se développer. L'international en Europe, on trouve des organisations en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Roumanie, en Pologne. Voilà, on commence à avoir des organisations en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, etc.
On a aussi des organisations labellisées, il me semble que vous êtes autour de la table d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Donc, on commence aussi un développement sur le continent africain. Et puis, Nouvelle-Calédonie, on reste sur les DROMCOM. Mais voilà, on commence à avoir des organisations à droite à gauche. L'idée du développement international, elle est double. Elle est dans un premier temps de pouvoir accompagner les organisations qui sont déjà dans la communauté à avoir des démarches cohérentes avec leurs filiales ou leurs entités qui sont présentes dans d'autres pays. Et donc, pouvoir travailler en transverse et intégrer la RSE aussi sur ces sujets-là ce qui croise un peu le sujet d'aujourd'hui, de comment ces organisations peuvent aussi travailler de façon homogène ou non avec les entités présentes dans d'autres pays. Et puis, on a aussi la vocation à se développer dans des pays, principalement en Europe, via des partenaires. Donc, on a aujourd'hui des partenaires en Suisse et en Belgique. Et l'idée, c'est d'identifier d'autres partenaires dans d'autres pays pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Donc, les partenaires, sur les recherches de partenaires, je lance un appel via ces slides-là. On recherche aujourd'hui dans les différents pays des partenaires qui peuvent être sous différents formats, on va dire. Des partenaires sur la partie accompagnement des organisations, conseils et donc des consultants. On a aujourd'hui un écosystème à l'Agence Lucide, un peu plus de 200 consultants. L'idée, c'est de continuer à le développer avec des consultants en tant que personnes physiques dans les pays, dans les pays en Europe principalement et en Afrique de l'Ouest, pour pouvoir accompagner les organisations sur les démarches de labellisation, donc des partenariats win-win dans lesquels on pourrait appuyer sur la notoriété du label, s'appuyer sur l'expertise du consultant, etc. Pour pouvoir, dans un second temps, nouer des partenariats plutôt avec des personnes morales pour représenter l'agence Lucie dans les pays d'implantation. Je veux bien que tu passes la slide d'après. Donc ça, c'est le premier format de partenariat. On en a 2 autres qui seraient possibles et puis on n'est fermé à rien, grosso modo. Des partenariats sur la partie audit, puisque dans nos labellisations, dans nos process de labellisation, on a des audits qui sont réalisés par des tiers externes. Et donc ici, on travaille à date avec Bureau Veritas, Baker Tilly, RSEval, SGS, etc. On lance un appel aussi, si jamais d'autres auditeurs sont intéressés pour travailler avec nous, pouvoir mener les audits aussi en adéquation avec la culture de l'organisation, la culture du pays, etc. C'est avec plaisir. Nous aurons effectivement un temps de questions-réponses à la fin. Et on cherche donc le 3e format qu'on a en tête pour l'instant, mais qui est encore une fois possibilité de changer ces recherches-là, sur la partie formation, puisque dans toutes nos labellisations, la première étape, c'est une formation, aussi bien sur la RSE dans son ensemble, sur le numérique responsable de façon assez transverse, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est aussi ici de pouvoir trouver des organisations qui délivrent des formations sur ces sujets-là et qui pourraient soit être référencées au centre de formation, soit nous aider à donner la première étape dans le process de la labellisation. Voilà, donc si jamais vous connaissez, vous êtes intéressé, etc., n'hésitez pas à faire passer le message. Je suis référente sur la partie développement international, vous aurez mes coordonnées et c'est avec plaisir pour en discuter de vive voix. Voilà pour mon introduction. Je passe maintenant la parole à Margarita pour parler de la thématique du jour sur le management interculturel et la RSE. Merci Pauline et merci Lucie pour m'avoir invitée. Effectivement, je suis spécialiste du management interculturel, communication interculturelle et de façon transversale, évidemment, il y a une connexion avec la RSE. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être un webinaire de 40 minutes maximum, où il y aura des questions, bien sûr. Et l'idée, c'est comment faire dialoguer le management interculturel et la responsabilité sociale des entreprises. Panorama de la RSE en France. Je vais faire un petit peu un rappel historique parce que j'adore l'histoire. La RSE a commencé aux États-Unis dans les années 50. C'était un économiste qui était aussi un pasteur, donc il a eu un côté très éthique, un peu religieux de mon point de vue, mais quand même. Il y avait l'idée que l'entreprise devait avoir une responsabilité face à la société. Ça a commencé dans les années 50 et après, les grands pas en avant, ça a été donné lors du sommet de la Terre à Rio. Et je ne vais pas parler de mon âge, mais j'ai participé en étant très jeune à ce sommet à Rio.
Et c'est à ce moment-là, on a mis au centre de toute problématique de l'entreprise, de la terre, etc., les développements durables. Après, il y a eu le Davos, après Kofi Annan a fait un pacte global, etc., etc. Et aujourd'hui, on arrive à intégrer absolument le facteur développement durable dans la RSE et ce n'est plus un facteur du marketing parce que pendant longtemps, les entreprises disaient que c'était un coût très élevé. Et après, ils disaient oui, mais du point de vue les revenus, le retour, hein, c'est pas génial. Mais on a constaté qu'aujourd'hui, il y a un argument de marketing énorme d'être une société socialement responsable. Et donc, l'organisation de demain, on a déjà constaté, ça serait 70% des entreprises sont conscients qu'elles doivent être sociétales. Les jeunes, surtout de 18 à 30 ans, placent de plus en plus le sens du travail avant la rémunération. Pour eux, il faut avoir un sens pour travailler dans une entreprise. Aujourd'hui, on vit, vous avez tous la grande émission, surtout après la Covid, où les jeunes, ils ne veulent plus travailler dans une société où il n'y a pas des valeurs communes. Et évidemment, la société civile, on a vu, 46% des consommateurs même sont prêts à payer plus cher pour une marque responsable. Donc, aujourd'hui, on a l'entreprise durable, les modèles durables, la planète durable et l'humanité durable. J'espère que ça va continuer à être durable. Maintenant, l'entreprise mondialisée. Pourquoi la RSE? La RSE, pendant longtemps, c'était vraiment tourné vers l'éthique, l'entreprise citoyenne, la citoyenneté et le développement durable. Mais de plus en plus, avec la mondialisation, l'entreprise qui commence à avoir des filiales, etc., qui fait une délocalisation, il se voit confronté à des contextes culturels différents. Et ça, c'est très important parce qu'il faut adapter quelquefois des principes de RSE qui sont de la maison mère à la société en question. Donc, on a trouvé qu'il y a un système, vous avez les économistes, les sociologues adorent faire de schémas, et on est arrivé à des schémas où on a les hypernormes, qui sont des normes universelles, le droit de l'homme, ne pas être une entreprise qui va utiliser le travail des enfants. Il y a des normes authentiques, qui sont des normes culturelles. Et il y a les libres espaces moraux. Ça serait l'équivalent de la raison d'État. C'est-à-dire, j'ai un espace où je peux faire quelques concessions à quelques normes, mais les hypernormes, c'est quelque chose de très délicat qu'il faut maintenir, surtout face à la société civile de la maison mère. Normes illégitimes sont les normes qui sont incompatibles avec les hypernormes. Les droits de l'homme, exposition des ouvriers à la production cancérigène comme l'amiante, le travail des enfants, etc. Mais il y a des normes authentiques avec le développement des entreprises à l'international qui sont culturelles. Okay? Par exemple, la culture de service aux clients dans les pays anglo-saxons. D'accord? Et il y a ce livre Espace moral qui, quelquefois, on trouve qu'il y a une tension avec les hypernormes, la raison d'État, comme je vous ai dit. Donc maintenant, je vais vous parler d'une étude de cas. Comment les entreprises internationales adaptent-elles leur responsabilité sociale au contexte du pays d'implantation? Et j'ai choisi un cas, c'est le Mexique. Pourquoi? Parce que le Mexique devient de plus en plus un pays qu'on va utiliser pour entrer au marché des États-Unis et du Canada, le nearshoring qu'on appelle, et il y a pas mal d'investissements français au Mexique. Donc, c'est une étude qui a été faite auprès de 8 entreprises françaises implantées au Mexique. On a demandé qu'est-ce qu'il y a avec, est-ce qu'il y a des compatibilités, d'incompatibilités avec le principe de RSE de la maison mère et les principes culturels du pays, au Mexique dans ce cas-là. C'était une étude, on a demandé à 38 entreprises, seulement 8 ont décidé de participer.
C'est un entretien online, quelquefois présentiel, de 1h30 à 2h30. Et bien sûr qu'on a analysé tout ce qui est la charte RSE dans la maison mère et quelles sont les applications dans le filial. Code de conduite, tout ça. Il y a quand même des entreprises Total, Alstom aussi, etc. On a constaté, je dois vous dire un petit peu, la RSE au Mexique. La RSE au Mexique, ce n'est pas quelque chose de très ancien. Ça commence avec 2007-2008 dans les milieux économiques, surtout, mais moins de façon institutionnelle. Hein, c'est un peu pour moraliser le monde des affaires. Tout le monde peut comprendre parce que le Mexique, évidemment, il y a un taux de corruption énorme. Donc, c'était un peu moraliser le monde des affaires. Lutter contre le blanchiment d'argent, évidemment le développement durable et l'égalité, l'équité, etc., etc. Quels étaient les thèmes qui revenaient dans toutes les entreprises qu'on a abordé les questions? La diversité ethnique, car le Mexique, vous savez, c'est un pays avec les gens croient qu'ils sont tous des descendants d'Espagnols mixturés avec de précolombiens, et ce n'est pas le cas. Il y a pas mal d'ethnies qui sont présents au Mexique et que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas beaucoup de voix. Donc aujourd'hui, c'est la diversité ethnique, c'est les bonnes pratiques et surtout la lutte contre la corruption. Et la corruption, c'est plus difficile au Mexique car c'est une attitude, je dirais même culturelle. J'ai travaillé au Mexique, c'est pour ça que j'ose dire ce que je viens de dire. Au Mexique, on a vu, il y a deux conceptions du rôle de l'entreprise. Ça, c'est important. Au Mexique, l'entreprise joue un rôle qui, en France, c'est joué par l'État. La régulation, la distribution, etc. L'État, je dirais, ce n'est pas totalement inefficient, mais ce n'est pas totalement efficient. Il y a une nuance là. Et donc, au Mexique, l'entreprise se substitue au pouvoir politique face à l'inefficacité de l'État. C'est l'entreprise qui joue le rôle de distributeur du revenu. C'est l'entreprise qui joue la régulation. C'est elle-même qui fait quelquefois de règlements internes qui visent à moraliser les affaires, mais aussi traiter les gens, faire le management du personnel de façon adéquate et avec tous les parties prenantes en général. Okay? Donc, il ne faut pas oublier, parce que l'importance de l'entreprise, donc l'importance du RSE au Mexique est substantive. Maintenant, on va y aller là. La conception de l'éthique. Au Mexique, c'est culturel, c'est vraiment une coutume. Pour obtenir des marchés publics, il faut prévoir, même dans les contrats des entreprises jusqu'à peu de temps, hein, et des commissions à des émissaires mandatés. Donc, la question, c'était quel comportement adopter? Vous allez accepter, vous allez refuser. Malheureusement, il y a pas mal de gens qui ont dit oui, en théorie, il faut refuser. OK? Mais accepter, ça serait un problème de conscience. Mais si on refuse, on peut perdre un marché. Il y a même quelqu'un, j'ai mis ici, c'est un commentaire très, très adéquat, qui dit certaines personnes qui ont été licenciées pour vol ou corruption ont été embauchées aussitôt par d'autres entreprises. Et ça, c'est normal. Les pratiques de corruption font partie de la culture, mais oui, mais c'est une question qui est liée aussi à une partie de la redistribution sociale, le rôle joué par cette entreprise au Mexique. Maintenant, la question, quand on a posé la question, parmi les principes sociétaux édictés par la maison de Mel, y a-t-il des éléments qui ne se négocient pas? Évidemment que la plupart de CEO, ils ont répondu aucun principe. On ne va pas accepter la corruption, on ne va pas accepter le travail des enfants, etc. On ne discute pas. Néanmoins, des aménagements sont nécessaires. Donc, il existe un espace moral de fait.
Donc, cette phrase que je trouvais très intéressante de quelqu'un qui a dit corrompre dans un pays où la corruption est considérée comme culturelle est ainsi considéré cohérent. Et les corrupteurs peuvent aussi corrompre au nom de son entreprise. Donc, il faut être clair. Si on veut avoir des marchés publics, en général, il faut avoir cet espace moral des faits au Mexique. OK? Donc, on va traduire tout ça, la traduction pratique en entreprise. Le management de la diversité ou le management interculturel. On a dit longtemps que la RSE était évidemment un côté éthique, l'entreprise citoyenne, le développement durable. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus avec l'internalisation des entreprises un côté culturel. Comment cette entreprise, avec toutes ces codes de conduite qui sont définis par la maison mère, doit aller dans un pays où il y a des valeurs qui peuvent être différentes. OK? Et l'idée aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la création de valeur, pas seulement financière et économique pour les actionnaires, c'est aussi la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. C'est prouvé qu'une entreprise qui veut se pérenniser dans les temps doit prendre en compte toutes les parties prenantes, les fonctionnaires, les fournisseurs, les clients, etc. Donc, c'est là où il y a l'intérêt d'insérer dans une politique de RH le management de la diversité ou le management interculturel qui va, d'une façon transversale, avoir une influence énorme. Il va définir quelque part quelques notions de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, on a vu, il y a les côtés éthiques, les côtés développement durable et aujourd'hui, les nouveaux paradigmes, le culturel, le rencontre des deux cultures que, évidemment, il faut prendre en compte si on veut avoir des succès. Donc, les premiers enjeux pour l'entreprise, ça va être la gestion du capital humain. Comment on va interculturaliser la responsabilité sociale? Pourquoi ça? Parce qu'on vit dans un monde global. Aujourd'hui, il y a 258 millions de personnes, les néonomades, qui travaillent dans un pays qui n'est pas le pays de naissance. Le cas de Alstom a 75 000 collaborateurs, 70 pays, 250 sites. Donc, l'intelligence interculturelle devient un important soft skill pour l'entreprise. C'est connu aujourd'hui, les soft skills, c'est très important pour l'entreprise de demain. En 2050, 80% des emplois qui vont exister en 2050 n'existent pas aujourd'hui, dont l'intégration de soft skills est très importante. Donc, on va voir. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion, de la diversité sexuelle, ethnique, culturelle, religieuse aussi, et l'équité. Mais ça, on ne va pas voir aujourd'hui un spécifique. On va voir comment on peut faire un management interculturel, un management des équipes qui travaillent dans une entreprise, que c'est très important pour la rétention des talents. Aujourd'hui, les entreprises partout dans le monde se voient confrontées à un problème qu'il faut retenir les talents. Les jeunes ne vont pas rester dans une entreprise qui considère qu'ils ne partagent pas ces valeurs d'équité, de diversité, etc., etc. Donc, le management de la diversité, un atout pour l'entreprise. L'intelligence collective. C'est un constat de plus en plus constaté, si on peut dire une redondance. L'intelligence collective va être un atout dans quel sens? Il va avoir un côté créativité, par exemple, quand il y a un problème X dans une entreprise ou un processus X, on va avoir différents types de pensées et de trouver des solutions très créatives, d'innovation, si on a des fonctionnaires qui ont des cultures différentes. Par exemple, un Japonais ne va pas avoir la même solution pour un problème X qu'un Brésilien ou qu'un Français, ou qu'un Allemand ou un Anglais. Donc, il y a un côté créativité qui se développe. Il y a aussi la compassion, l'empathie, parce qu'il faut comprendre l'autre, il faut se mettre à sa place.
on ne peut pas dire que je vais vraiment devoir agir de façon pareille avec un Français, un Allemand, un Japonais, un Brésilien, un Coréen, etc. Donc, il faut faire un effort, il faut être empathique, avoir la compassion. La compassion, pas du point de vue religieux, la compassion de voir que l'autre doit comprendre ce que je veux dire. La communication est importante et tout ça contribue par une réflexion collective. Il y a aussi la rétention des talents, comme on a vu, la grande émission, les suicides démographiques. Par exemple, il y a un pays où il y a vraiment un problème d'ici à 2050, c'est l'Espagne. Il va y avoir un besoin d'immigration finalement pour combler le déficit de main-d'œuvre. Ça, on appelle suicide démographique. Il y a les employés boomerang, les employés qui s'en vont et qui reviennent. Et le ressource humaine doit être préparé du point de vue interculturel. Allô? Du point de vue interculturel pour faire ça. Et un atout aussi pour l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus, la société civile exige qu'une entreprise puisse montrer qu'il est socialement correct. Par exemple, un employé belge, j'habite en Belgique, un employé belge sur deux choisit une entreprise qui soutient une bonne cause, sinon il s'en va. OK? Et il y a même plusieurs pays comme le Canada et la Belgique hein, qui sont en train d'insérer des clauses sociales obligatoires dans l'attribution de marchés publics. Donc, c'est important d'être une entreprise sociétale. D'ailleurs, on a fait des études, la discrimination à l'embauche fait perdre entre 80 et 150 milliards d'euros à l'économie hexagonale. Les coûts en termes de conflits identitaires, la distinction entre nous, eux, et il y a un problème de confiance, de crédibilité, difficulté de communication, ça peut créer des problèmes énormes à l'intérieur de la société. Et évidemment, les questions liées à la présence du religieux au travail, le ramadan, etc., qu'il faut tenir en compte. Pour tout ça, il faut, le deuxième enjeu de l'entreprise, c'est la compréhension de la culture. La définition de la culture, ce n'est pas facile, c'est un terme polysémique, je dirais. Il n'y a pas vraiment une culture qu'on peut dire la culture japonaise est comme ça, la culture française est comme ça, non. Il y a plusieurs facteurs, c'est comme un oignon, on représente toujours la culture comme un oignon, parce qu'il y a la culture de l'entreprise, la culture corporative, organisationnelle, la culture du pays, l'ethnie, la langue, la génération, la culture du métier. Il y a une culture, par exemple, les ingénieurs ont une culture très particulière, le médecin, etc. Il y a la région, la religion, l'éducation, les sexes, la culture des hommes, peut-être, ça peut être un petit peu différent de la culture des femmes. Mais surtout, il y a l'individu. Parce qu'on a constaté que dans notre vie, on peut avoir différentes identités. Et aujourd'hui, la question de l'identité est très importante. Et c'est différent d'avoir une culture de base, mais je peux avoir différentes identités parce que je peux vivre, moi personnellement, j'ai vécu dans 17 pays. Je ne dis pas que j'ai 17 cultures, identités, mais mon identité de base, que c'est une culture de naissance, a été nuancée par le contact avec d'autres cultures et mon identité est une identité hybride. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de l'iceberg interculturel. Quand on va dans un pays, par exemple, on va en Grèce, on se rend pas une perception immédiate. Les Grecs sont sympathiques, ils chantent, ils cassent le verre après ils boivent de l'ouzo, etc. Ils ont de tenues vestimentaires, etc. Mais on ne voit pas immédiatement dans un voyage comme ça les valeurs profondes, la partie cachée de cet iceberg, où il y a les valeurs, où il y a l'histoire, il y a tout ce qui peut être important dans ces relations personnelles et dans une relation économique. Donc, il faut prendre en compte, on fait des séminaires, surtout et spécifiquement sur la problématique de la culture.
Et beaucoup de malentendus viennent de notre filtre culturel parce que nous, on a une façon de regarder. Nous, on regarde notre culture avec nos valeurs. Par exemple, pour un espagnol, c'est d'origine espagnole, un français sérieux, réservé, retenu, pas spontané, méthodique. Mais pour un japonais, un français, c'est hyper détendu, amical, spontané, émotionnel, impulsif. Donc, on peut voir que tout dépend de notre filtre culturel, comment on va regarder l'autre culture. Il faut faire attention aussi avec les stéréotypes. Les stéréotypes sont ça peut servir au début. Hein, quand on va dans un pays, évidemment, on a un stéréotype que euh, les Andalous sont des gens très amicaux. Et c'est vrai, les Andalous sont des gens très accueillants, très amicaux. Mais il ne faut pas rester seulement avec les stéréotypes qu'on a de chaque culture. Par exemple, les stéréotypes des Français en général dans le monde, c'est ça. Hein. Et je ne crois pas que tous les Français, ils sont dans la rue avec un bonnet avec la baguette sous les bras. Et évidemment qu'il y a des idées, le luxe, la haute cuisine. Et là, les Grecs, tout le monde, partout dans le monde, ils disent que les Français sont des râleurs. Voilà. Et il y a, par exemple, en Amérique latine, la notion que les Français ne se douchent pas. Mais bon, c'est un mythe ou pas, je ne fais pas de commentaire. Donc, on va arriver, ce qui est très important, c'est la communication interculturelle. Comment on peut communiquer, on doit avoir des codes de communication particuliers quand on se trouve face à une autre culture. La communication, évidemment, il y a un émetteur, un récepteur, il y a les messages, mais il y a des filtres. Vous avez vu, nous, on regarde l'autre culture selon nos valeurs, présupposés, préjugés, habitudes, etc. Donc, l'émetteur, il donne un message, mais ce qui arrive au récepteur, quelquefois, c'est très différent. Donc, la première loi, il faut toujours être conscient que dans la communication, il faut faire attention avec qui on s'adresse, surtout quand c'est quelqu'un d'une culture différente. Ce n'est vraiment pas ce que A dit que B va comprendre. Et ça, on arrive à la théorie que c'est un homme, Edward Hall, c'est un grand sociologue américain qui a commencé à étudier les types de communication dans le monde. C'était après la Deuxième Guerre et les Américains étaient obsédés par la guerre froide. Donc, ils ont demandé à lui, il faut étudier les Russes. On doit tout savoir, comment ça communique, comment ils prennent le vodka, comment ils rient, je ne sais pas. Et lui, il a fondé l'école de Palo Alto en Californie. Il a divisé les cultures avec la communication implicite et la communication explicite. Vous voyez ici, la communication implicite, c'est quelqu'un qui met un accent sur le contexte, le non-dit. Et l'accent est mis sur la communication non verbale. Imaginez-vous essayer de décoder une autre culture qui est implicite. Ce n'est pas facile. Et même entre deux cultures implicites. Hein. Et la culture explicite, c'est une culture beaucoup plus facile à comprendre, communication verbale, tout est spécifié, très clair. Vous pouvez imaginer, la culture implicite, c'est qui? Le pays asiatique, le Japon. Les Japon, c'est les pays où on dit que c'est l'extrême de la culture implicite. Les Japon, j'ai travaillé au Japon, quelqu'un a dit, pour connaître et pour comprendre la communication japonaise, il faut savoir lire l'air. Donc, vous voyez, par contre, dans des pays comme le pays anglo-saxon, etc., c'est très clair, tout est écrit, tout est bien, c'est un contexte pauvre qu'on n'appelle pas des pauvretés, mais on dit tout ce qu'il faut faire. Par exemple, un email d'un Américain, c'est tout à fait différent d'un email d'un Brésilien ou d'un Japonais. Donc, il y a 3 règles d'or pour la communication. Première, l'empathie. Et l'empathie, ce n'est pas faire avec l'autre ce qu'on aimerait qu'on fasse avec nous. C'est faire avec l'autre ce que l'autre Allô? Vous aimerait. m'entendez? Oui, oui, Ah, yes! Parfait. OK. oui. On peut continuer. Bonjour Allez-y. Alessia, ouais. Je vous laisse couper votre micro. On prendra le temps en fin de session de faire des questions-réponses. OK. Parfait. Et donc, il y a la règle d'or de l'empathie, comme je viens de vous dire, l'écoute active. Il y a la fameuse loi de Pareto. 20% d'énergie pour écouter,
pour parler et 80% pour écouter. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais il faut essayer de parler moins, écouter plus, surtout dans un contexte interculturel et adapter sa communication. Cette image, j'aime beaucoup parce qu'il a le petit bonhomme qui essaye de parler avec le canard et il essaye sprechen Sie Deutsch, il parle espagnol, il essaye mais il se rend compte qu'au final, il doit parler la langue du canard, les quoi, et comme ça qu'on va commencer à se communiquer et bon, on va pouvoir avoir un succès dans la communication avec d'autres cultures, surtout quand on a un collègue qui vient d'autre culture et c'est important qu'il nous comprenne. Et je vais aller de façon très brève. Il y a aussi M. Hofstede qui est le père du management interculturel. C'est un Hollandais, un ingénieur de formation qui a étudié, il a travaillé pour IBM dans les années 70. Il a étudié les comportements de toutes les filiales du groupe et il s'est rendu compte que le leadership était différent, que la communication était différente et que le management devait être différent. OK? Et donc, ce monsieur-là, il a constaté plusieurs dimensions culturelles, mais une de plus importante, c'est la distance hiérarchique. Il y a quelque chose qui est commun dans toutes les sociétés, c'est comment une culture accepte la hiérarchie. Évidemment que les pays asiatiques, que les pays africains sont des pays, l'Amérique latine aussi, la France un peu, pas in between, c'est la Belgique qui c'est in between, sont des pays qui acceptent plus l'idée de la hiérarchie. La hiérarchie existe, il faut respecter le chef. Aujourd'hui, ça commence à changer avec les nouvelles générations, mais quand même, il y a une tendance que les managements et les leaders est plus hiérarchique et plus autoritaire. Pas autoritaire dans le sens de dictateur, mais c'est vraiment le chef. Par contre, il y a des pays, surtout on parle des Pays-Bas, qui n'existaient pas de hiérarchie. Ce n'est pas qu'il n'existait pas, mais la hiérarchie est moins tolérée, cette différence. On a, par exemple, on ne va jamais avoir un bureau peut-être séparé, le chef avec les fonctionnaires. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui fait le ménage peut parler des temps, on peut aller déjeuner avec le PDG. Hein. Ce n'est pas quelque chose anormal. Il y a le deuxième facteur qui est commun pour tout le monde, c'est la gestion du temps. Je ne veux pas m'attarder, mais vous pouvez imaginer que pour un Allemand, l'heure, la ponctualité, la gestion du temps est tout à fait différent, pour un Japonais aussi, que pour un Latino-Américain, un Brésilien, un Camerounais, maintenant qu'il aussi va être en Côte d'Ivoire, un Ivoirien, évidemment que ça va être différent. Donc, il faut tenir en compte qu'il y a une certaine flexibilité et un besoin de flexibilité. Et évidemment, les circonstances déterminent l'action dans les pays plus relax. Évidemment qu'il y a toujours un contexte qui va expliquer les problèmes de manque de ponctualité, par exemple, ou pour des projets qu'il faut avoir un délai X, il faut toujours prendre conscience et qu'il faut dire peut-être le délai est une semaine avant pour que le projet puisse être à la date prévue. Et les processus de décision, c'est un domaine qui est vraiment très intéressant dans le management interculturel. En principe, les pays égalitaires, comme on avait vu qu'il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, ils ont une prise de décision consensuelle. Et les hiérarchiques, vous pouvez imaginer, ils ont des prises de décision imposées pyramidales. Sauf il y a quelques pays, quelques exceptions, le Japon qui est absolument hiérarchique, mais il est consensuel. L'Allemagne aussi. Ça, c'était un grand problème qui a trouvé une alliance avec des Américains Chrysler et Mercedes. Ils ont dit que les Allemands, les Américains, ils prennent des décisions très vite. Mais c'est une décision, malgré un pays qui n'est pas hiérarchique, c'est une décision pyramidale. Il y a une différence, évidemment, les pays qui prennent une décision de façon consensuelle prennent du temps, comme ici, mais l'exécution ne change pas et c'est plus rapide. Par contre, les pays, on prend une décision beaucoup plus avec le temps. C'est typiquement des Américains qui veulent signer un contrat très vite. Il y a vraiment dans l'exécution la possibilité de prendre de nouvelles discussions, de revoir, de modifier la décision. Le leadership, c'est pareil.
Il y a des sociétés où il y a une conception très égalitaire. Les pays nordiques en général, la Suède, les Pays-Bas, le Canada, la Finlande, etc. Et hiérarchie, c'est plutôt l'Asie et l'Amérique latine et les pays latins. Feedback, c'est un facteur qui différencie énormément le pays. Je vais seulement traiter deux cas, les États-Unis et la France. Les États-Unis font un feedback qu'on appelle des sandwichs. On va chez son directeur, on dit voilà, vous êtes extraordinaire, vous avez fait ceci, cela. Et après 2 ou 3 choses très positives, on dit néanmoins, il y a ça, 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 ça. En France, par contre, c'est difficile de trouver un feedback qui soit vous êtes génial, vous avez fait un très bon travail. On va directement, peut-être, dans lui, il y a telle chose qu'il faut améliorer, etc. Mais qu'est-ce qui arrive quand un Français va travailler pour une entreprise américaine? Quand il va avoir un feedback, c'est connu, hein, les Français arrivent, ils disent ah non, mais notre travail, c'est génial, parce que le directeur m'a dit que tout était très bien, mais et il ne se rend pas compte que le plus important est dit à la fin. Mais comme ce n'est pas direct, ils essayent de dire oui, voilà, vous êtes très bien, mais, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et les Américains qui vont en France sont un peu choqués parce qu'ils disent, mais il n'y a rien de bon qui arrive à l'école aussi, hein, quand il y a des enfants qui vont aux États-Unis ou en France, ils voient la différence. Et on va finir pour analyser les modèles de management, que c'est très intéressant. On va analyser 3 modèles. L'anglo-saxon, qui est ce connu, hein, le management par objectif. Il y a le gagnant, le perdant, il y a les objectifs, il y a l'action, les résultats. Il y a une différence énorme entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais c'est une distance hiérarchique faible et c'est tout très vite. C'est vraiment, il faut l'action. On ne peut pas vraiment rester pendant des heures et des heures en train de réfléchir. On peut réfléchir, oui, mais il faut l'action. Ça, c'est typiquement américain. Et les managements par objectif, évidemment, ils vont vous dire, vous devez faire ça, mais il n'y a pas ce micromanagement. Il n'y a pas chaque fois que tous les heures, ah, vous allez faire ça. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a un objectif et après on dit, voilà, telle date, je voudrais ça. Et vous le faites comme vous voulez. Et ça, c'est typiquement anglo-saxon, surtout nord-américain. Les modèles latins, en Amérique latine, mais aussi hein, l'Espagne, le Portugal, où il y a vraiment une certaine hiérarchie. Il y a les chefs encore. La notion de chef, on ne sépare pas très bien, on ne fait pas une séparation entre la vie de travail et le privé. Mais surtout en Amérique latine, il ne faut jamais oublier que tout repose sur les relations interpersonnelles. Vous n'allez jamais signer un contrat, vous n'allez jamais avoir des succès si vous arrivez style très vite, on va faire ceci, on va faire cela, mais il faut se connaître. Une fois qu'il y a la confiance, vous pouvez faire des affaires qui vont avoir une réussite. Les managements français, en général, pendant longtemps, on disait que le management français était archaïque, trop hiérarchique, communication implicite, qu'il y avait un plafond de verre. En général, les gens qui ne parlent pas français, qui n'étaient pas français, ne pouvaient pas arriver à des postes de direction, etc. Il y a aussi les grandes écoles, l'idée que si vous faites une grande école, il vaut mieux hein, que si vous venez comme aux États-Unis, l'homme qui se fait lui-même. Et en général, on disait que le manager français était un peu arrogant, un peu individualiste, un peu trop théorique. On dit toujours qu'en France, pour un directeur français, il faut convaincre pour prendre des décisions qu'il y a une théorie qui va qui est d'accord avec cette décision. Néanmoins, j'ai une surprise pour vous, peut-être non. Le management français a su s'adapter et a évolué. Il y a un livre que je vous conseille vraiment de lire, c'est La prouesse française. C'est un livre c'est une enquête qui a été faite par 2000 jeunes managers étrangers qui travaillent pour 20 grandes entreprises françaises du CAC 40. C'est le ESCP, l'école de commerce à Paris, vous le connaissez, qui a fait cette enquête. Et surprise, on a constaté que les jeunes managers étrangers trouvaient que la gestion française avait beaucoup évolué. C'était très positif, les facteurs humains au centre, une grande opportunité d'évolution. Et la relation
assez formel, oui, mais qui s'adaptait aux circonstances. Après 5 ans d'être ensemble, on peut se tutoyer, quoi. Des choses comme ça. L'opportunité d'innovation, de créativité, une sorte de hiérarchie, de lumière, voilà, la possibilité de proximité avec les directeurs était beaucoup plus grande que jadis. La critique constructive, parce que pour un Français, le Français, c'est connu, ils ont une attitude, la confrontation, on n'évite pas la confrontation. Par contre, il y a les sociétés comme le japonais, les sociétés asiatiques en général, ils évitent la confrontation. Mais pour un Français, la critique peut être constructive, vous pouvez critiquer, après vous allez à la machine au café, pas de problème. Et il y a quand même maintenant la reconnaissance du bon travail. Ce n'est pas comme avant que tout était... Et il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné, que c'est bien, qui disait le savoir-vivre de managers hexagonaux. Et il y a quelqu'un qui a dit que c'était très difficile de voir un manager français avec une boîte à linge. Casse-croûte, quoi. Tu vois? Donc, mais aussi, hein, avant l'année 2000, si vous n'aviez pas une excellente maîtrise du français, cela n'était pas bien pour pouvoir accéder et pour des possibilités de faire carrière. Maintenant, c'est presque le contraire, hein. C'est une excellente maîtrise de l'anglais qui est nécessaire pour gravir les échelons de la hiérarchie. Et ça, c'est un livre qui a été édité. Donc, le troisième enjeu, pour conclure, c'est la compréhension, adaptation des actions. Comprendre la diversité, c'est un enjeu vital pour l'entreprise d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé, on va faire travailler dans une équipe de personnes de différentes cultures, c'est positif si vous savez le manager ou les gérer. Il faut avoir, bien sûr, une formation en communication, et faire comprendre aux gens que pas tout le monde pense pareil, qu'il y a des valeurs différentes, etc. Il faut connaître aussi la réglementation en vigueur, il faut connaître les acteurs et adapter toutes les démarches avec les possibilités locales. Je vous remercie et on peut commencer les questions-réponses. Merci Voilà. Margarita pour cette intervention. J'ai quelques questions dans le chat, donc je vais déjà te les poser. Et puis après, vous pourrez, comme on le disait tout à l'heure, hein, allumer vos micros et poser vos questions directement. L'idée, c'est qu'on échange. La première question de Jean, du coup, je le prends un peu à l'envers, mais ce sera, je pense, la plus rapide, qui travaille aussi dans ce domaine et qui demande si les éléments que tu as partagés sont des éléments qui viennent du livre Culture Map d'Erin Meyer, si je le prononce bien. Il y a quelques-unes, évidemment. Erin Meyer, c'est une grande interculturaliste qui habite à Paris. Elle est américaine, elle vient de Minnesota. C'est pas facile de venir de Minnesota et travailler dans l'interculturel, hein. Mais bon. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Les maps culturelles, qu'elle compare des cultures. C'est très intéressant, hein, vous pouvez le trouver et ça peut vous aider à comprendre comment il faut communiquer avec un collègue d'une autre culture. Elle fait des workshops, elle travaille dans une école de commerce à Paris. Merci. Cécile, vous avez plusieurs questions. Je vous laisse peut-être allumer votre micro pour les poser de vive voix. Cécile pardon, Smith, je suis désolée. j'imagine. Cécile Non, Smith. Céline Bachelier. Oui, pardon. Non, c'était quel serait le modèle de management asiatique? Parce que vous avez parlé de 3 modèles, mais pas celui d'asiatique, qui est peut-être très particulier. Et puis, vous disiez qu'en fait, finalement, on pouvait payer des bakshish, mais quand on met notre entreprise en adéquation avec les compliance, du coup, dans certains pays, si je paye des bakshish au Mexique, je vais me retrouver avec des soucis au Japon ou en France. Donc, comment j'adapte pour rentrer en cohésion avec la politique au Mexique, avec les contraintes juridiques et réglementaires que je peux avoir dans les autres pays où j'ai des activités? D'accord. D'abord, oui, le modèle asiatique et japonais en particulier est très spécifique. Et on avait un temps limité, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée. Le modèle japonais est particulier et très spécifique. C'est un management hiérarchique, mais hyper consensuel. Au Japon, pour prendre une décision, vous devez consulter tout le monde, mais vraiment tout le monde, même la personne qui fait le ménage.
Et je n'exagère pas. Vraiment, il y a un consensus énorme. Ça prend du temps, c'est beaucoup de respect, mais c'est très hiérarchique. Quand vous allez au Japon dans une réunion, la première chose qu'il faut savoir les protocoles, il faut savoir communiquer. Vous ne pouvez pas parler directement à la personne plus âgée, vous devez passer par l'intermédiaire, mais si la personne plus âgée vous donne les droits de vous parler, vous pouvez parler. Mais les plus difficiles, ce sont les silences aussi. Et les silences en Asie, surtout au Japon, c'est une chose très connue. Et vous pouvez imaginer ma première expérience dans une réunion au Japon, 30 secondes de silence après une question, on ne sait pas quoi faire, s'il faut regarder en haut, s'il faut rire, s'il faut, je ne sais pas. Donc, c'est particulier, je n'ai pas traité, mais évidemment, ok, on fait des formations, surtout avec les modèles japonais. La deuxième question sur l'incompatibilité morale, si on peut dire. Écoutez, ça c'est vrai, mais il y a, du point de vue juridique, une incompétence juridictionnelle. Si vous avez un procès au Mexique, un tribunal français peut faire un procès, mais le tribunal mexicain peut dire que vous n'êtes pas compétent. Donc, vous devez le faire au Mexique. Et au Mexique, il y a une tolérance. Je ne dis pas que c'est tout le monde, OK, mais il y a une certaine tolérance à cette corruption qu'on commence à combattre. Mais c'est difficile, ce n'est pas évident de convaincre d'un jour à l'autre, de voilà, on va finir avec la corruption, on ne va plus. Il y a même un mot qui s'appelle la mordida. Mais c'est la corruption tout petit. Quand vous allez garer une voiture, vous devez payer la police qui vient vous donner une amende. Mais il y a évidemment d'incompatibilité, mais je dirais plutôt d'incompatibilité morale. Si vous êtes quelqu'un de qui a des valeurs profondes, de moralité, etc., ça va être un questionnement personnel. Mais du point de vue juridique, je ne dirais pas que ce n'est pas possible, mais c'est plus compliqué de faire un procès à la maison mère. Et tout le monde le sait, même dans les budgets des grandes entreprises internationales, il y a quelquefois, avant, une rubrique, il y avait des dons pour la Croix-Rouge. C'est quoi les dons pour la Croix-Rouge? C'est payer les commissaires qui veut la personne qui va vous aider à avoir un marché public. Merci. Olivier, n'hésite pas. Oui, moi j'avais une question parce qu'on remarque que ce management culturel est extrêmement lié à des valeurs et ces valeurs, on le voit pas, par exemple en France, avec ce qu'on appelle la génération Y, la génération X, la génération Z, c'est des valeurs qui changent avec le temps et avec les générations. Et plus on avance avec l'accélération de l'information, etc., on a l'impression que ces générations et ces changements de valeurs s'inscrivent de plus en plus dans un temps court. Est-ce que, du coup, ça ne remet pas en question tout ce management interculturel parce que les sets de valeurs évoluent constamment? Et par exemple, j'ai vu récemment en Corée, qui est une société aussi extrêmement hiérarchique et extrêmement attirée par la réussite professionnelle, les jeunes ne se reconnaissent plus dans ce modèle sociétal et ont du mal à sortir, ont du mal à s'intégrer au modèle de l'entreprise parce que ça change vite. Je ne sais pas si vous comprenez ma question, si elle est vague. Non, c'est très clair. Hein? C'est très clair et c'est une problématique actuelle. Il y a un management interculturel, mais aujourd'hui intergénérationnel. Il y a une différence générationnelle qu'il faut en tenir en compte. Aujourd'hui, les paradigmes des valeurs, avant, ça prenait un siècle. Aujourd'hui, on a constaté que ça prend entre 10 et 15 ans. Donc, il faut s'adapter, évidemment. Et aujourd'hui, le management interculturel est important, oui, parce qu'on prend en compte, mais je ne pouvais pas rentrer dans tous les détails, on prend en compte le facteur intergénérationnel. Il est faux. Ce n'est pas pareil de parler des valeurs à un baby boomer qu'à une millennial ou une génération Z, je ne sais pas, maintenant ça va être Y, W, je ne sais pas.
Et c'est pertinent, votre commentaire, mais c'est un sujet très vaste qu'on étudie et on prend en compte dans le management interculturel. On ajoute l'intergénérationnel. Merci de votre réponse. Merci. Marianne, je vois que vous avez plein de questions. Pareil, je vous laisse allumer votre micro pour les poser. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. 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 J'avais plusieurs questions parce que moi, je retiens de votre discours qu'en effet, il est important de comprendre en gros qui sont nos interlocuteurs, comment communiquer avec eux dans les règles de l'art, en s'adaptant à eux et en faisant le maximum pour justement lisser les écarts de compréhension et les quiproquos. Mais quand on gère une équipe qui est éclatée entre plusieurs pays, donc, on va avoir plusieurs niveaux de difficulté, c'est-à-dire déjà soi-même communiquer correctement vis-à-vis, par exemple, des 3 pays en question et ensuite faire en sorte que ces équipes-là qui sont dans des décalages horaires, qui sont dans des décalages culturels et dans des décalages de manière de travailler aussi, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'eux travaillent bien dans la bonne entente? Alors qu'ils n'ont pas finalement l'occasion de se rencontrer et puis pas le temps et puis peut-être qu'ils n'ont pas non plus l'énergie à mettre dans cette, dans le fait de lisser ces relations-là que nous, on pourrait avoir en tant que, gestionnaire de projet, centralisé sur ces éléments-là. Tout à fait. Écoutez, c'est une question qui est traitée, hein, la relation maison mère et filiale. Ce n'est pas facile, c'est assez complexe. Et c'est pour cela qu'il faut former les gens. Former qui? On ne va pas former tous les fonctionnaires de Sao Paulo, par exemple, tous les ingénieurs. On les forme. Hein. Moi, j'y vais souvent, Alstom, Sao Paulo. On fait un workshop de communication interculturelle et je parle avec eux comment il faut parler aux Français, aux Allemands, aux Anglais, etc. D'accord? Mais évidemment que c'est les managers qui, à la maison de mère, qui doivent comprendre que le temps est différent, le leadership est différent. L'email, on appelle quelque chose qui s'appelle une étiquette. Un email que vous allez adresser à un Brésilien, ce n'est pas pareil d'un email que vous allez adresser à un Américain, Nord-Américain. C'est évident. Donc, il faut que les managers de la maison mère aient conscience, que lui aussi ait une formation pour connaître un petit peu la culture de la filiale. Par exemple, si vous avez une filiale au Japon, vous allez avoir un comportement tout à fait différent que si vous avez une filiale à Moscou. Moscou, peut-être que ce n'est pas un bon exemple aujourd'hui parce que la méthode Poutine, tout le monde la connaît. Mais on peut dire, si j'ai une filiale au Portugal, par exemple, si en Europe, mon comportement, ça doit être différent. Il ne faut pas chanter du fado, hein, ce n'est pas si banal que ça. Mais il faut avoir une attitude, un comportement qui soit adapté à la gestion du temps, mais aussi aux valeurs profondes de portugais, de japonais, de brésiliens. Et c'est la personne qui est ici, qui est dans la maison de mère, qui doit comprendre que communiquer avec eux, c'est différent. Ce n'est pas évident, mais on fait des formations sur ça. Il faut seulement commencer à développer ce que j'appelle l'intelligence interculturelle. Une fois que vous êtes conscient que vous devez parler avec quelqu'un d'une autre culture de façon différente, c'est la première étape que vous allez commencer à développer votre intelligence interculturelle qui va être en connexion avec l'intelligence économique. Parce qu'aujourd'hui, on fait des affaires avec tout le monde. Et donc, pour faire des affaires, il faut savoir négocier. Et pour savoir négocier, il faut savoir convaincre, il faut savoir communiquer. Et il faut vraiment, vous n'allez jamais arriver à finir un contrat avec un Japonais si vous êtes quelqu'un de pressé, si vous êtes quelqu'un qui parle tout le temps, si vous êtes quelqu'un qui ne respecte pas la hiérarchie, ils ne vont pas aimer ça. Il faut s'adapter. OK, merci beaucoup et justement, la deuxième question qui était, contenue dans la première aussi, c'était concrètement, est-ce que vous avez une méthodologie, pour, récupérer ces informations-là quand, par exemple, on ne nous les fournit pas clé en main, j'allais dire? Non. Qu'est-ce qu'on fait? La plupart des entreprises à l'international, ils font des formations. Moi-même, je fais des formations dans des entreprises sur la communication interculturelle. Et on apprend aux gens, à grosso modo, on ne va pas traiter tous les pays de la Terre, mais il y a des zones géographiques, on apprend comment il faut parler avec les gens
de l'Asie, comment il faut parler avec les gens de l'Amérique latine, comment il faut parler avec les gens de l'Afrique, l'Afrique du Nord, la sous-saharienne, etc. On fait des formations et c'est important parce que les gens apprécient ça. Je me souviens, au Brésil, il y avait pas mal d'ingénieurs brésiliens qui ont beaucoup apprécié le fait de parler avec eux, qu'il fallait parler différemment avec les Russes. Par exemple, Alstom envoie la plupart, à l'époque, hein, je parle d'il y a quelques années, beaucoup d'ingénieurs brésiliens, ils les envoyaient négocier et travailler en Russie. Et pourquoi? Parce que les Brésiliens sont beaucoup plus flexibles, parce que les Brésiliens, ils prennent les choses pas plus à la légère, mais ils disent, bon voilà, le Russe est fâché, on va chanter un peu, on va prendre les... C'est beaucoup plus relax. S'ils envoyaient, je sais pas, en français ou en anglais, ça allait être plus difficile. C'est pour ça il y a des formations, il n'y a pas un cadre, mais il y a des livres, hein, vous pouvez lire. Erin Meyer, là, c'est un bon livre en français. Moi, j'ai écrit un livre, mais c'est en espagnol. Mais communiquer avec des autres cultures, il y en a. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Et moi, je complète Marianne. Moi, je travaille pas mal avec BPI France, qui ont une équipe qui s'appelle la Team Export. Et eux, ils fournissent pas mal de livres blancs sur beaucoup de sujets, moins sur la communication, mais plus sur comprendre le pays, les marchés qui sont en développement aujourd'hui dans certains pays, des éléments culturels qui font qu'on s'orienterait plutôt sur ce marché que sur un autre, etc., etc. Donc, je pourrais vous mettre ça dans le mail compte rendu, les éléments de la Team Export qui sont assez intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes libre d'allumer vos micros si vous en avez. Peut-être il n'y a plus de questions, mais je voudrais ajouter quelque chose. La communication, le management interculturel, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le succès des affaires des entreprises, mais pas seulement les grandes entreprises, ok? C'est aussi les PME qui sont confrontées, qui veulent trouver de marché, je ne sais pas, soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, qui ont besoin de comprendre que pour communiquer, c'est différent. Il y a quelqu'un qui pose une question, je crois, non? Qui a levé la main. Oui, bonjour. 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 Bonjour, je suis Cathy. Je me permets juste de partager, c'est pas pour une question, c'est par rapport à la question qu'il y a eu avant pour des méthodes. Alors, par contre, comme vous disiez, Margherita, il y a des livres et des outils aussi, et je pensais, il y a le livre Le petit guide de Michel Sauquet, c'est le Culturoscope, et c'est très bien parce que ça aborde les différences culturelles sur 4 thèmes, dont la vision du monde, le rapport au temps, j'ai plus tout en tête. Mais en fait, c'est un tout petit guide avec les questions à se poser. Il y a 70 questions à se poser quand on est face à un malentendu interculturel. Pour essayer de comprendre pourquoi, mais pas que dans le monde du travail, finalement, dans toute relation, communication interpersonnelle. Et puis, je pensais sur les sites web, il y a les outils de Trompenaars aussi qu'on peut utiliser, qui sont évidemment une vision macro de l'interculturalité et pas micro, mais au moins dans un monde de travail, ça permet déjà d'avoir une idée globale, des grosses différences sur une échelle. En fait, il y a 7 dimensions qui sont abordées, 7 dimensions culturelles qui sont abordées. Et en fait, sur le site web de Trompenaars, vous pouvez taper les deux cultures. Alors, c'est une étude comparative sur des différences culturelles nationales. Donc, il y a du pour et du contre par rapport à ça, mais au moins, ça vous donne déjà un mapping de là où il faudra faire attention et où vous risquez d'avoir peut-être des barrières à la communication, voire là où c'est similaire aussi, finalement. Et puis, du coup, être préparé quand vous avez à même manager des équipes projets, ou quand vous êtes en négociation, en fait. Et il y a le Culture Map d'Erin Meyer aussi, mais autant Trompenaars, c'est accessible gratuitement. Vous pouvez faire la comparaison gratuitement. Erin Meyer, c'est payant, mais elle a son livre qui s'appelle le Culture Map, où elle a beaucoup d'anecdotes, où elle remet en perspective aussi les Japonais, quand on dit que pour les Japonais, il faut lire l'air.
elle parle de ça aussi. Donc, c'était juste pour partager et compléter, en fait. C'est parfait. Vous avez Michel Soquet, c'est un ami personnel. Il est C'est vrai? vraiment très. Oui, c'est un grand sociologue. Hein. Michel Soquet, c'est quelqu'un qui a travaillé des années, des années. Il a vécu même au Brésil. Et il travaille beaucoup avec Philippe Pierre. C'est un Oui, grand anticulturaliste ouais. qui donne des cours. Il y a une sorte de master à Dauphine sur le management interculturel. Il y en a. Et vous parlez de Trompenaars. Trompenaars, c'est un hollandais comme Hofstede. Et bien sûr qu'il y a aujourd'hui, il y a une remise en cause énorme parce que c'est une vision très, je ne dirais pas néerlandaise, mais très occidentale, anglo-saxon de l'interculturalité. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens. Philippe Pierre, hein, c'est un grand interculturaliste français qui est en train, il vient d'écrire un livre d'ailleurs, sur la vision plutôt différente de la vision anglo-saxonne. C'est vrai que vous avez des comparaisons de pays dans des Hofstede Insight aussi, mais c'est vraiment très général que ça peut vous aider. Évidemment, c'est comme les stéréotypes à comprendre. Mais je vous conseillerais, en tant que Française, de voir Philippe Pierre, Soquet, plus que Trompenard et Hofstede. Eline Meyer aussi est intéressant. Elle est américaine, comme je dis, mais je vous conseille vraiment d'aller vers Philippe Pierre, Soquet, ça va vous aider. Et si vous voulez approfondir dans une formation, il y a aussi, comme je dis, à Dauphine, une formation de master management interculturel. Juste pour l'anecdote, Michel Soquet, je l'ai eu, j'ai passé la formation certification CIETAR France l'année dernière. Mhm. Et c'était un des intervenants que j'ai eu la chance d'avoir pendant les cours. Il C'est comme ça que je l'ai est, rencontré. il est merveilleux, il est très humble. Mm. Il est Oui, quelqu'un que la fumée n'est pas allée en haut. Et c'est plein de. Mais c'est un sociologue de formation. Sa recherche s'est tournée vers la sociologie. C'est comme son grand. Oui, il s'inspire beaucoup avec de Lévi-Strauss, hein, les grands sociologues belges. merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Isabelle, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, je me pose cette question dans le cadre effectivement du manque d'entreprises qui effectivement travaillent à l'export, pas suffisamment, puisqu'en fait, on a beaucoup d'entreprises, on dit aujourd'hui qu'on n'est pas tellement à l'export dans nos gestions commerciales. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Est-ce que ce n'est pas lié justement à cette notion de culturel? Est-ce que le français a un peu peur justement de ces interactions avec les pays hors de la France? Il y a quelque chose, oui, qui s'appelle le ethnocentrisme. Je ne dis pas que le français est ethnocentrique, mais pendant longtemps, la France était, jusqu'au 19e siècle, la culture dominante. Et bien sûr que quand vous n'êtes plus la culture dominante, ça, c'est difficile à avaler. Oui. Mais concernant les questions culturelles, c'est prouvé et c'est étudié, 70% des échecs des fusions des entreprises entre deux cultures différentes est dû au fait des facteurs culturels. En parlant la même langue, j'ai mis l'exemple de Mercedes et Chrysler, qui c'est très connu, c'était la fusion du siècle, après c'était l'échec du siècle. Les deux parlaient l'anglais, parce que les Allemands parlent très bien l'anglais, ils n'avaient pas un problème de langue, ils n'avaient pas un problème de communication apparente. Mais le chèque, ça a été par des facteurs culturels. Les Américains disaient que les Allemands prenaient trop de temps pour décider, que c'est vrai, vous avez vu, dans la prise de décision, c'est différent. Ils parlaient que les Allemands étaient trop rigides, les Américains, c'est vrai que c'est une culture beaucoup plus, c'est la vitesse, c'est la décision rapide, il faut signer les contrats de façon rapide parce qu'on a un autre contrat dans le pays d'à côté, on va en Corée, on veut aller, etc. Donc, c'est différent. Mais les facteurs culturels, effectivement, ce sont des facteurs, c'est connu, principaux des échecs des
l'exemple le plus clair, hein, Air France, KLM, hein, jusqu'à maintenant, il y a des rapports et on parle et tout. Mais ce n'est pas seulement les grandes entreprises, ce sont les petites et moyennes entreprises aussi qui ont des difficultés pour savoir communiquer. Par exemple, j'avais un directeur d'une petite, un propriétaire d'une petite entreprise espagnole qui est allé au Japon. Et il avait beaucoup de difficultés pour comprendre cette communication implicite, les non-dits. Ouais, C'est très difficile qu'un Japonais va dire non, je ne veux pas faire ça ou je ne veux pas aller dans cette réunion. Et c'est la même chose pour un Brésilien. Un Brésilien ne va jamais vous dire non. Et donc, lui, il avait beaucoup de difficultés. On a fait une formation pour lui et pour l'équipe, hein. Et après, c'était un succès parce qu'ils ont compris qu'il fallait lire, il faut savoir quand un si, c'est un non. Et ça, ce n'est pas évident. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Mimoun, tu peux prendre la suite. Non, je me posais la question en fait. Bonjour et merci pour votre présentation, c'était très très intéressant. C'était par rapport, est-ce un atout pour les grandes filiales, les filiales ou les maisons mères en fait qui investissent dans d'autres pays, de missionner plutôt des personnes ayant une double culture? Oui, évidemment, parce que cette personne va comprendre. En général, par exemple, un exemple très clair, Galeries Lafayette à Paris, il a embauché aujourd'hui beaucoup de Français d'origine chinoise pour la clientèle chinoise. Par un simple fait qu'en Chine, par exemple, l'âge est très important. Et évidemment qu'il y a un Chinois, une personne de la Chine qui plus âgée, mais c'est comme s'il donne des ordres. Pour un Français, c'était difficile de comprendre ça. Donc, pour une personne qui vient de la Chine, de culture chinoise, il va comprendre ce messager et tout ça. Donc, en général, aujourd'hui, on choisit, il y a pas mal, par exemple, EDF. Ils envoient beaucoup de gens au Chili qui sont en train de s'implanter pour différentes raisons, l'énergie renouvelable, le lithium, etc. Et ils envoient, par exemple, des ingénieurs colombiens aux Chiliens qui ont fait des études en France ou qui sont franco-chiliens. Ils les envoient là-bas parce qu'ils vont mieux comprendre la culture et ils vont mieux communiquer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir en compte. Merci. Je vous en prie. Je ne vois pas qu'il y a plus de questions ou de commentaires parce que ici on vient tous apprendre, hein. On peut vraiment des expériences que vous avez eues avec même au niveau personnel, la rencontre de culture. Bon, potentiellement, c'est la fin des questions, j'ai l'impression. Dans tous les cas, si vous en avez par la suite, vous aurez nos coordonnées à Margarita comme à moi. Margarita, je demande confirmation, mais ça te va si je donne tes coordonnées aussi? Oui, c'est un problème. Donc, je vous mettrai ça dans un mail compte rendu avec le replay, les supports, les petits éléments qu'on a échangés là dans le chat sur le Culturoscope, les éléments de la BPI, etc. Comme ça, vous aurez tout. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, on reste disponible. Et puis voilà. Margarita, si tu veux le mot de la fin. Non, je voudrais seulement ajouter que c'est vrai, et j'avais mis dans un projection initiale les sources. Évidemment que on l'a avec la modification, c'est vrai que ça ne sortait pas. Et je me suis inspirée énormément dans des images avec Erin Meyer, qui c'est très intéressant, et quelques-unes avec Hoften, l'Institut Otto-Penard aussi, mais plutôt Hoften. Un mot de la fin, c'est que je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise, ce n'est plus un choix d'avoir ou pas une politique de RSE. Et c'est un argument, malheureusement, je vais dire quelque chose qui est un peu du marketing. C'est très important pour les gens de savoir que l'entreprise est engagée d'une façon sociétale. Et je crois que ça fait du bien aussi pour la planète, pour nos attitudes, oui,
avoir plus d'éthique dans les domaines de négociation internationale. Et je crois qu'il faut savoir qu'il faut préparer les gens. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui n'est pas préparé. Je crois que ça passe beaucoup par la formation, par la prise de conscience de la nécessité de former vos équipes à la communication interculturelle, à l'aménagement interculturel. Je crois que ça passe par là. De que eux, ils soient conscients de que ces valeurs ne sont pas universelles, qu'il y a des gens qui pensent différemment, qu'il faut apprécier la différence, mais pour faire des affaires, il faut en tenir compte. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Super, merci beaucoup. Et bonne journée à tous, puis à bientôt. À bientôt. Merci.